Bonjour, je salue aujourd'hui Christian Macarian, mon confrère, avec lequel nous allons faire un tour de la situation internationale, de tous les endroits où ça ne tourne pas très rond, et ils sont très nombreux. Dieu sait s'il y en a. Oui, exactement. Alors d'abord, je voulais vous interroger sur ce que vous pensez du communiqué qui est sorti comme ça, un peu le 3 janvier. Communiqué commun de la Chine, des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la France, qui prennent un engagement pour prévenir la guerre nucléaire et éviter les courses aux armements. Alors d'où est-ce que ça sort, cette idée ? Alors d'abord, ce sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité et 5 puissances nucléaires, les deux étant d'ailleurs liés. Il n'est pas hasardeux que ces 5 puissances prononcent des vœux de début d'année, si j'ose dire, aussi pieux, parce que tout simplement, ces pays-là sont détenteurs de l'arme nucléaire et qui sont engagés dans un processus de non-prolifération. Le TNP, le traité de non-prolifération, est entré en vigueur en 1970, c'est déjà une ancienne affaire, et ça n'a jamais empêché la modernisation et la progression, hélas, constante des arsenaux nucléaires. Et alors pourquoi ce communiqué ? Parce que ça vise de toute évidence une position internationale qui consiste pour ces 5 pays à garder la maîtrise de l'arme nucléaire, à ne pas voir d'autres puissances s'en doter. On pense à la Corée du Nord, on pense à l'Inde et au Pakistan qui, tout le monde le sait, sont dotés de cette arme, mais qui ne le reconnaissent pas. On pense à Israël aussi, qui reste très opaque, mais dont tout le monde sait que c'est un pays qui dispose de l'arme nucléaire et à un degré de sophistication très élevé. On pense aussi et surtout à l'Iran. L'Iran, qui a procédé à des démonstrations de force, le 24 décembre, des tirs de missiles balistiques, et le 31 décembre, un tir d'une fusée à destination spatiale, mais les technologies spatiales sont celles qui servent aussi au tir de missiles balistiques. Donc la France a dénoncé tout cela. Et comme ces 5 pays que vous venez de citer, cher Bernard, sont impliqués dans la non-prolifération, ils sont évidemment tous d'accord pour reprendre les négociations avec l'Iran afin de limiter les ambitions nucléaires de l'Iran. On ne peut pas s'offrir le péril d'avoir et la Corée du Nord, qui est déjà dotée de l'arme nucléaire, et l'Iran, qui est au seuil et qui peut y accéder assez rapidement. Mais alors, en même temps, on apprend que l'armée populaire de libération chinoise augmente le nombre de silos pour dissimuler son arsenal nucléaire et qu'elle arriverait à avoir en 2030 1000 têtes nucléaires contre 350 aujourd'hui. Donc la course aux armements continue ou pas ? Elle continue complètement. Il y a 13 000 armes nucléaires à l'heure actuelle dans le monde, dont 90% sont en possession de 2 puissances. Les anciens 2 leaders d'hier, du monde de la guerre froide, à savoir les États-Unis et la Russie. Pour la Chine, l'ambition, c'est d'élargir le club de 2 membres à 3 membres. Pour un pays comme la France, c'est d'éviter cette extension et cette course et d'essayer de plafonner cette course nucléaire afin qu'elle ne dépasse pas certaines limites. Également, même objectif pour le Royaume-Uni. Donc il y a, vous voyez, une sorte d'hypocrisie dans cette course qui se poursuit et qui se poursuit grâce à des équipements extrêmement impressionnants désormais. La Russie construit de façon conventionnel sophistiqué, mais ça peut avoir des débouchés très rapidement sur l'arme nucléaire, des missiles hypersoniques qui vont à une vitesse spectaculaire. Oui, les Russes en ont aussi. Voilà, le fameux missile avant-garde, mais qui est mis en avant très souvent par Vladimir Poutine, mais pas seulement. Il y a des missiles sous-marins qui sont également supersoniques, sous l'eau. Donc il y a des choses tout à fait impressionnantes qui peuvent contribuer à élargir l'épouvantail nucléaire de façon spectaculaire. Tout ça n'empêche pas que ces pays évitent que la prolifération se dissémine davantage. Et je crois qu'il ne faut pas confondre la prolifération, les pays que vous avez cités sont contre, et la modernisation constante de ces armements, car ces pays sont tous d'accord pour le faire.
Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir dans le dialogue qui s'amorce entre la Russie et les États-Unis également un volet désarmement, enfin limitation, Oui. désarmement? Oui, comme ces deux pays, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, sont titulaires ou détenteurs de 90% de l'arsenal nucléaire mondial, ce sont donc ces deux pays-là qui tiennent le dialogue à ce sujet. Et pour Vladimir Poutine, qui a entamé une partie de bras de fer avec Joe Biden au sujet de l'Ukraine, au sujet du Caucase, au sujet de la Biélorussie, Vladimir Poutine a ouvert plusieurs dossiers en même temps pour essayer, d'une certaine manière, d'étouffer l'administration Biden par le nombre de questions et d'exigences qu'il a. Par exemple, empêcher l'OTAN de s'étendre plus à l'Est. Vladimir Poutine a décidé de ne pas s'en tenir à une déclaration verbale. Il veut un traité qui spécifie par écrit que l'OTAN restreint ses ambitions et accepte de ne plus s'étendre à aucun pays à l'est de l'Europe. C'est très difficile à accepter pour l'OTAN. Si un pays est de lui-même candidat à l'adhésion de l'OTAN, qu'est-ce qu'on va lui dire? Donc, il y a une partie de bras de fer qui est complexe, qui a été inaugurée par Vladimir Poutine et qui suppose plusieurs épisodes, plusieurs rebondissements. La déclaration commune sur le nucléaire fait partie de cette hypocrisie qui enveloppe en fait des tractations secrètes beaucoup plus tendues et beaucoup plus concurrentielles. Mais avec maintenant une prochaine étape, éventuellement à Genève, avec même Biden et Poutine en face à face. C'est possible, on a déjà un rendez-vous qui est le suivi du traité de non-prolifération, donc on en est au 10e anniversaire de ce suivi. On va savoir très vite quelle est l'ambiance, mais ce qui est sûr, c'est que les Russes, si j'ose dire, ont annoncé la couleur. Ils veulent clairement un certain nombre de renonciations de la part des États-Unis. Ce n'est pas des reculs, ce sont des renonciations. Formulées de façon très claire et explicite par écrit. Oui, parce que là, pour le moment, c'était implicite. C'était implicite. Voilà, donc. Alors, passons, si vous le voulez bien, aux autres questions qui sont un peu sur le feu, si j'ose dire. Il y a la fameuse question, on a parlé de l'Ukraine, il y a la fameuse question aussi de la situation en Syrie, qui est complexe, les combats ont repris, l'armée syrienne, enfin un nombre de réfugiés catastrophique. Où en est-on exactement? Là, les frappes russes ont continué. Les frappes russes visent à liquider la poche désormais d'Idlib, qui est soutenue par la Turquie. Donc quelque part, même si la Turquie et la Russie marchent de concert sur certains dossiers, par exemple tout ce qui est approvisionnement en pétrole en provenance de Russie, en gaz en provenance de Russie, dont la Turquie a un besoin impératif. Par exemple, la façon aussi, je prends un autre exemple, dont la Russie a laissé la Turquie s'investir au Caucase aux côtés de l'Azerbaïdjan pour vaincre l'Arménie, tout cela, ce sont des libéralités, entre guillemets, fausses, mais des libéralités que M. Poutine a offertes à M. Erdogan. Sur d'autres sujets, la Syrie et la Libye, parce qu'on oublie souvent la Libye, en revanche, la Russie tacle, bloque et même combat l'influence de la Turquie. Alors pour répondre à votre question, en Syrie, dans la fameuse poche d'Idlib au nord-ouest extrême de la Syrie, donc au point de contact avec la Turquie évidemment, il y a une poche de djihadistes qui a prospéré là au détriment atroce de la population civile. Et cette poche, les Russes entendent la liquider parce que c'est le dernier point de résistance contre Assad. Et Assad, qui évidemment a pour allié la Russie. La Russie bombarde autant qu'elle le peut et elle n'a pas lésiné, puisqu'elle n'a pas hésité à tirer sur des positions turques. Il y a même eu des victimes turques. Alors là, il y a une partie de bras de fer assez importante qui se joue, mais qui est assez dramatique pour les Occidentaux, parce que ni les États-Unis, ni aucun pays européen n'a le moindre mot à dire sur ce qui se passe désormais en Syrie. Non seulement les Occidentaux ont été éjectés du jeu, mais la partie qui se poursuit en faisant de nouvelles victimes se fait sans aucune déclaration de l'Occident.
Et là, quelque part, les pays occidentaux, européens et américains sont sortis du jeu syrien, complètement sortis du jeu. Et ça n'est pas une bonne nouvelle, c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'il n'y a plus de principe diplomatique, il n'y a plus de principe humanitaire évidemment, en premier lieu, mais il n'y a pas non plus de principe stratégique. C'est-à-dire que si la Russie veut investir au Moyen-Orient et comme elle le fait en Syrie, on la laisse faire. Et ça aura... Mais elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens, mais quelque part, Poutine a démontré qu'avec 5500 hommes à peu près, une aviation performante, il avait renversé la situation en Syrie et mis dehors les Occidentaux. Pour la reconstruction, avec 5500 hommes, dont la plupart, 90%, ne combattent pas. Ce sont des techniciens, des gens qui gèrent l'espace aérien, la maintenance ou les équipements aériens. Donc, quelque part, la Russie a, hélas, très bien joué contre les Occidentaux. Alors, vous avez mentionné l'humanitaire. Il y a une question que je me pose toujours, c'est pourquoi est-ce que la France, pour parler de notre pays, ne laisse pas revenir les enfants des djihadistes qui sont coincés là-bas? D'abord, ça pose d'énormes problèmes juridiques, parce que ces enfants ont été conçus là-bas. Beaucoup d'entre eux sont nés là-bas, donc ils ne sont pas à proprement parler nés sur le sol français. Leurs parents, souvent, avaient une nationalité française, donc ils sont français juridiquement par le fait que le père et la mère étaient très souvent français. Bon, mais ça pose un énorme problème juridique dans la mesure où ces enfants sont les enfants de personnes qui sont elles-mêmes, le père et la mère souvent, mais la plupart du temps le père, dans un no man's land juridique complet. C'est-à-dire qu'on a décidé de laisser la Syrie et l'Irak juger ces pays-là, et en particulier dans les zones occupées par les Kurdes, de laisser les Kurdes faire justice contre ces gens-là qui sont dans des prisons, et on n'a aucune envie que ces djihadistes dont on imagine très difficilement qu'ils puissent être repentants, on n'a aucune envie que ces djihadistes soient rapatriés en France avec leurs femmes et avec leurs enfants, forcément. Et pourquoi pas les enfants seulement alors? Parce que déjà, il faut avoir un droit sur les enfants pour les enlever quelque part, et au nom de quel principe, et les amener en France. Et puis surtout, en France, dans quel espace d'accueil, avec quel concept faut-il, cette fameuse phrase de déradicalisation, faut-il leur enseigner et comment, sous quelle manière et avec quelle autorité, leur enseigner la tolérance et tout le contraire de ce qu'ils ont vu? Parce que la plupart de ces enfants ont reçu des récits d'une violence extrême et ils ont été formatés là-dedans. Il va falloir donc littéralement leur faire, non pas un lavage de cerveau, mais une sorte de décontamination psychologique, chose qui n'existe pas dans la connaissance psychologique actuelle. Et puis quelle autorité sanitaire, psychologique, prendre en charge ces enfants? Dans quel type d'établissement? Est-ce que vous imaginez qu'ils puissent être scolarisés, Bernard, dans une école avec d'autres camarades de classe? C'est très difficile à imaginer. Donc c'est extrêmement problématique. Il y a au-dessus, et pour finir de répondre à votre question, une opposition complète de l'opinion publique. Dans un pays comme la France, qui a beaucoup souffert des attentats, il y a une opposition assez claire de l'opinion publique à ces rapatriements d'enfants. Donc tout ceci fait que la réponse de la France n'est pas très correcte, elle est assez hypocrite pour tout dire, et on reste dans un no man's land juridique. Ça c'est très intéressant. Vous revenez des États-Unis, là vous sortez pratiquement de l'avion. Quelle est la situation de notre cher ami Donald Trump qui, lui, a l'air de faire un peu profil bas, mais ce n'est pas vraiment le cas? Pas tout à fait. Non, je pense qu'il prépare un chien de sa chienne à Joe Biden et aux démocrates. Il avait prévu, comme vous le savez, de parler le 6 janvier pour l'anniversaire sinistre, triste, de cette attaque du Capitole qui a quand même laissé une cicatrice sur le visage lisse de la démocratie américaine. Il a renoncé à s'exprimer le 6. Il parle maintenant d'une initiative de communication le 15 janvier.
Alors, qu'est-ce que ça cache? Ça cache, en tout cas, le fait que ce que j'ai pu voir aux États-Unis et ce que j'ai pu entendre de la part de beaucoup d'interlocuteurs, ça cache le fait que M. Trump a totalement vampirisé le camp républicain. C'est-à-dire qu'un an après la fin du Trumpisme et la fin du catastrophique. Voilà, la fin catastrophique du Trumpisme, le camp républicain est totalement trumpien. Il n'y a non seulement aucun changement, mais il y a un approfondissement chez les républicains de la conviction trumpiste. Et alors quand vous vous promenez aux États-Unis, dès que vous sortez, j'étais à New York, mais je suis allé dans le Connecticut, dans le New Jersey et sur Long Island, vous ne pouvez pas savoir le nombre de véhicules sur lesquels on voit encore écrit « Votez Trump, votez Trump ». Étant surpris par cette prolifération, j'ai donc posé la question à plusieurs personnes, mais ces stickers « Vote Trump » datent d'il y a 4 ou 5 ans. Pas du tout. Ce sont de nouveaux stickers, m'a-t-on répondu, c'est-à-dire qui appellent à revoter Trump. En 2024 ? Donc voilà, alors moi je ne sais pas, je ne suis pas devin et je ne me hasarderai pas sur ce chemin-là. Je ne ferai pas de prédiction, je ne sais pas du tout si Trump va se représenter, il aura un certain âge, etc. etc. Mais en revanche, ce qu'on peut tenir pour sûr, c'est que Trump manie en expert l'idée de se représenter, l'idée d'être toujours présent, l'idée de ne pas sortir du paysage politique. Et en faisant peser cette menace, il continue d'exercer une emprise considérable sur les républicains. Il va y avoir des élections. Ah oui, absolument. Donc là, et ça peut avoir un impact sur les élections du midterm qui peuvent, grâce à cette ambiance de retour ou de faux retour de Trump, peu importe, on parle de Trump tout le temps, et quelque part, ça peut avoir un impact très négatif sur le résultat des élections pour Joe Biden. Surtout parce que Biden n'a pas l'air de... Et non, Biden n'a pas occupé le paysage, même s'il a remporté de très belles victoires dans l'adoption de son plan en 2 volets, un plan d'investissement et un plan de réforme du système social. Il a obtenu le quitus, l'aval du Congrès, mais ça n'est absolument pas suffisant pour gagner les élections parce que l'épidémie se poursuit, que la machine américaine, et ça se sent honnêtement vraiment très, très fortement aux États-Unis, est essoufflée, que le défaut du système social fait que désormais l'Amérique apparaît comme un pays de niches, des niches prodigieusement innovatives et à la tête du monde entier, comme par exemple la production, l'invention, la création et la production de vaccins. Mais c'est un pays qui peut trouver un vaccin en moins d'1 an et l'exploiter et le produire et le proposer au monde entier, et qui par ailleurs laisse des béances de pauvreté, des gouffres qui fréquentent, qui côtoient cet univers très sophistiqué. Donc c'est ce qu'on appelle un pays de niche, c'est-à-dire que les prestations financières les plus sophistiquées du monde, ce sont les États-Unis. Des écarts de niveau de vie considérables. Voilà, les écarts de niveau de vie, les écarts de niveau de développement aussi, parce qu'on voit bien dans une ville comme New York qu'il y a une progression extraordinaire de la misère, en même temps qu'il y a une progression extraordinaire, alors ça c'est très très visible, de la richesse, de l'hyper-richesse même. Les riches sont devenus très très riches, et beaucoup d'entre eux, grâce à l'e-économie notamment, voient leurs revenus prospérer comme jamais. Cette illusion fait que la classe dirigeante, si vous voulez, s'est enrichie, la prospérité se poursuit, et que quelque part, les pauvres restent à la traîne. C'est une Amérique plus inégalitaire que jamais. Et que va-t-il se passer si Biden perd, dans les prochaines élections, le contrôle du Congrès ? S'il perd le contrôle du Congrès, il lui faudra poursuivre pendant les 2 dernières années, sachant que la dernière année dans le mandat américain ne sert à peu près à rien. Il lui restera donc 1 année de règne pendant laquelle il pourra exactement rien faire. Et ça, ce serait tragique pour les États-Unis et pour nous, les Européens. Exactement. Parce que ça aura un impact sur nous aussi. Donc, n'oubliez pas tout ce qu'on doit régler dans le laps de temps assez court du mandat de Biden, entre autres des négociations essentielles avec l'Iran, on en parlait tout à l'heure, mais aussi au sujet climatique.
On doit prendre des engagements dans de grandes directions. On doit régler les affaires du monde. Si tout cela se fait avec un président qui se trouve littéralement menotté, ouais. Quelque part, même si Trump ne se présente pas, et même si Trump n'était pas réélu jamais, au cas où très hypothétique où il se présenterait, Trump aurait néanmoins réussi à pourrir le mandat de Biden. Et à mon avis, c'est ce qu'il vise à l'heure actuelle. Il nous reste 2 minutes, Christian Macarian. Je vous laisse le choix du dernier sujet. Écoutez, je pense que le dernier sujet dont on va beaucoup parler, à mon avis, c'est l'Europe. Parce qu'Emmanuel Macron a décidé, à travers la polémique sur l'accrochage du drapeau européen dans l'Arc de Triomphe, je n'ai pas envie de polémiquer de nouveau sur cet aspect-là, c'est trop anecdotique, mais tout de même, Emmanuel Macron a décidé de faire de l'Europe son drapeau personnel et de combattre ses adversaires en proposant, lui, la stature d'un chef d'État, puisque la France exerce la présidence de l'Union européenne jusqu'au mois de juin de cette année, et de déclasser ses concurrents ou ses compétiteurs en les mettant dans une catégorie inférieure. Autrement dit, lui serait le chef d'État international et les autres des petits joueurs. Je pense que cet usage-là de l'Europe, je ne suis pas sûr qu'il profite complètement à l'idée ou à l'idéal européen, s'il en reste. Un petit mot sur les déclarations d'Emmanuel Macron, puisque vous avez mentionné son nom concernant les non-vaccinés, là. Je pense qu'il joue la stratégie de façon assez cynique d'un homme qui reprend le tempo de la campagne. C'est lui qui rythme la campagne. Elle était morne, elle avait même du mal à démarrer après tous les processus de primaire chez les écolos ou à droite. On attend toujours les primaires à gauche, hein. Donc tout cela n'intéresse absolument pas les Français de façon manifeste. Mais Emmanuel Macron a décidé de montrer que c'est lui, le maître des horloges, qu'il scande la campagne et qu'il désigne des non-vaccinés en les offensant. De toute façon, il savait très bien que les non-vaccinés ne votent pas pour lui. Donc pour lui, il n'y a aucune perte en matière d'électorat. En revanche, il oblige quelque part Valérie Pécresse à se prononcer en faveur des non-vaccinés offensés par Emmanuel Macron. Et ça, c'est un piège tendu à la droite. Et je ne suis pas sûr, malgré toutes les protestations que l'on a entendues, qu'Emmanuel Macron ait si mal joué que ça. Je pense même qu'il a encore plus d'un tour dans son sac. Donc, à suivre. Oui, ça va être une campagne très intéressante. Intéressante et pas forcément d'un niveau très élevé, du coup. Merci beaucoup, Christian Macarian, d'être venu nous faire part de vos lumières. Et en particulier parce que, comme vous revenez des États-Unis, c'était très intéressant de remonter un peu la question de Trump et de sa situation, parce qu'on n'en parle pas tellement dans les médias français, mais en fait, aux États-Unis, il joue quand même encore un rôle de premier plan. Tout à fait. Bien que privé de Twitter. Ce qui prouve qu'il y a une vie après Twitter aussi, peut-être. Ce qui prouve qu'il y a une vie après Twitter. Merci beaucoup, Christian, et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt.